Les Français aiment l'assurance vie. Selon l'INSEE, elle représente près de 40% du patrimoine des ménages. Son encours total en France dépasse les 1700 milliards d'euros. Par comparaison, le livret A ne pèse que 294 milliards d'euros. Toutefois, malgré son succès, le fonctionnement d'une assurance vie reste bien souvent très mystérieux pour de nombreux épargnants. C'est la raison pour laquelle un certain nombre d'idées fausses continuent de circuler à propos de ce placement. Voici un florilège des plus répandus. Première idée reçue, l'assurance vie, ça ne sert qu'en cas de décès. On entend souvent dire que l'assurance vie n'est utile qu'en cas de décès de la personne qui l'a souscrite. D'ailleurs, dans le langage courant, on confond souvent l'assurance vie et l'assurance décès. Pour que les choses soient claires, il faut garder à l'esprit que l'assurance vie est avant tout un produit d'épargne multifonction, alors que l'assurance décès n'a que pour seul objectif de mettre sa famille à l'abri du besoin en cas de disparition prématurée du souscripteur. S'il est vrai que l'assurance vie permet également de transmettre un capital à ses proches à des conditions fiscales privilégiées, elle peut également servir à la personne qui a ouvert le contrat à se constituer une épargne dont elle pourra profiter de son vivant. Dernier point qui permet de distinguer les deux types d'assurance, les primes versées sur un contrat d'assurance vie capitalisent et génèrent des intérêts, ce qui n'est pas le cas des primes versées sur une assurance décès. Si vous cessez de les payer, l'assurance décès sera résiliée et l'assureur ne paiera rien aux bénéficiaires désignés, ce qui n'est pas le cas dans le cadre d'une assurance vie. Deuxième idée reçue, l'assurance vie est bloquée pendant 8 ans. Dans le jargon fleuri des assureurs, les contrats d'assurance vie modernes sont appelés contrats à versement et à retrait libre, ce qui veut dire concrètement qu'il est possible d'investir et de retirer des sommes dans le contrat à n'importe quel moment. La confusion existe parce que les épargnants assimilent souvent le délai d'optimisation de la fiscalité de l'assurance vie à un blocage de leur épargne. En effet, ce n'est qu'après 8 ans que le souscripteur bénéficie du régime fiscal le plus favorable. Mais absolument rien ne l'empêche de faire des retraits sur son contrat avant cette échéance. Seuls les gains sont fiscalisés et pas la totalité des sommes versées, ce qui relativise le poids de l'impôt. Si la mise en place du prélèvement forfaitaire unique en septembre 2017 est venue compliquer la lecture de la fiscalité applicable au contrat, elle reste globalement plutôt favorable à l'épargnant et fait de l'assurance vie un outil flexible pour se constituer des compléments de revenus réguliers. Troisième idée reçue, les montants versés sur une assurance vie sont toujours plafonnés. De nombreux placements font l'objet d'un plafonnement de leur versement. Par exemple, le plafond du livret A est limité à 22 950 € hors calcul des intérêts. Même chose pour le livret de développement durable, limité à 12 000 €. Autre cas de figure avec le PEA, plan épargne en action, qui bien qu'ayant bénéficié d'un relèvement de son plafond sous François Hollande, ne peut faire l'objet que de 150 000 € de versement. Avec l'assurance vie, rien de tout cela car il n'y a pas de plafond applicable. Un épargnant peut donc verser autant qu'il veut. Une limite existe toutefois. En application du droit civil, l'assurance vie ne peut pas être utilisée pour réduire la part d'héritage destinée aux héritiers du souscripteur. La justice parle de primes manifestement exagérées. Mais son appréciation se fait au cas par cas et tient compte du niveau de revenu du souscripteur ainsi que de l'ensemble de son patrimoine. Quatrième idée reçue. On ne peut ouvrir qu'un seul contrat d'assurance vie. Dans le prolongement de l'idée reçue précédente, si l'assurance vie n'est pas limitée par des plafonds de versement, il est également possible d'en souscrire plusieurs. Selon les statistiques de la Fédération française de l'assurance, 54 millions de contrats ont été ouverts par des épargnants, ce qui indique que les Français disposent de plus d'un contrat. De nombreuses raisons peuvent le justifier. L'assurance vie permet de préparer de nombreux projets, transmission, retraite, financement des études des enfants, autant d'objectifs avec des horizons différents. Avoir un contrat par projet permet d'en simplifier la gestion. Avoir des contrats ouverts à différentes périodes de sa vie permet également d'en optimiser la fiscalité, qu'il s'agisse de faire des rachats ou de préparer une transmission. Cinquième idée reçue. L'assurance vie, c'est risqué et on peut facilement perdre sa mise. Un contrat d'assurance vie multi-support comprend différents compartiments d'investissement. Ils permettent de moduler le risque en fonction des objectifs et de la sensibilité au risque de l'épargnant. Les supports en unité de compte sont les compartiments les plus risqués. Investis sur les marchés financiers, ils fluctuent à la hausse comme à la baisse en fonction de l'actualité économique. À l'autre bout du spectre, le fonds en euros représente le compartiment le plus sécurisé du contrat d'assurance vie. Les sommes versées sur un fonds en euros sont garanties par l'assureur. Il est possible de moduler ces investissements entre unités de compte et fonds en euros. Certains contrats permettent même à l'épargnant d'investir l'intégralité de leur versement sur le seul fonds en euros.
Sixième idée reçue, il ne faut plus investir sur une assurance vie au-delà de 70 ans. Si cet âge de 70 ans est souvent évoqué, c'est parce qu'il correspond à un changement dans l'application de la règle fiscale lors de la transmission de capitaux par le biais de l'assurance vie. Schématiquement, les contrats alimentés par des primes versées avant les 70 ans du souscripteur permettent aux bénéficiaires de recevoir un capital en franchise d'impôt de 152 500 €. En revanche, les primes versées après l'âge de 70 ans sont soumises au droit de succession après déduction d'un abattement spécifique de 30 500 €, ce qui paraît à première vue moins intéressant. Mais dans cette hypothèse, seuls les versements sont pris en compte dans le calcul, pas les intérêts qu'ils ont pu générer. L'espérance de vie après 70 ans étant de plus d'une quinzaine d'années en moyenne, la part de gain exonérée du contrat peut se révéler suffisamment importante pour rendre l'opération de transmission intéressante. Septième idée reçue, quand le contrat est signé, on ne peut plus changer le nom du bénéficiaire. La clause bénéficiaire, c'est la pierre angulaire du contrat lorsqu'on transmet des capitaux. Cette clause peut évoluer au cours du temps afin de coller aux préoccupations du souscripteur. Il peut la modifier à tout moment en adressant un courrier signé à son assureur, à la condition que le bénéficiaire n'ait pas accepté le contrat. Pas de panique, depuis le 17 décembre 2007, le bénéficiaire ne peut plus accepter un contrat sans que le souscripteur soit au courant et donne son accord. Mais si un tel accord a été donné, le souscripteur ne pourra modifier la clause qu'avec l'accord du bénéficiaire. Il doit donc bien mesurer la portée de cette acceptation.